Bonjour à toutes et tous, je suis ravi d'ouvrir cette webconférence consacrée aux mesures anticipées en psychiatrie et à leur déploiement. Ce sujet concerne tous les professionnels qui concourent à la prise en charge de personnes souffrant de troubles psychiques, que l'on soit professionnel du secteur sanitaire, médico-social, social, associatif. Il concerne bien évidemment également les proches. Les mesures ou directives anticipées en psychiatrie est un document écrit permettant à une personne de préciser ses souhaits concernant ses soins psychiatriques dans la situation où elle se trouverait dans l'incapacité de les exprimer directement en raison de troubles psychiques. L'objectif de ce document, formalisé par la personne concernée et souvent facilité par des médiateurs de santé pairs, est d'améliorer la connaissance de soi, le pouvoir d'agir, le respect des droits, ainsi que l'alliance thérapeutique. Depuis la journée d'études du 16 novembre 2022, organisée au ministère de la Santé par le collectif Directives anticipées en psychiatrie, ce dispositif s'est progressivement mis en place au sein des établissements de santé sous plusieurs dénominations: plan de crise conjoint, directives anticipées psychiatriques, déclaration anticipée. Pour autant, sur le terrain, on fait le constat que ces outils sont encore peu connus, mal identifiés, déployés de manière dispersée et parfois confondus avec les directives anticipées liées à la fin de vie. En parallèle, les données probantes le montrent. Leur déploiement permet de limiter les réhospitalisations et de favoriser le rétablissement. Leur implémentation reste un défi et nécessite l'investissement de tous, personnes concernées, acteurs hospitaliers et de la cité, administratifs et politiques. Cette webconférence propose un tour d'horizon complet du sujet, cadre réglementaire, avancées récentes, témoignages et perspectives institutionnelles. L'occasion de mieux comprendre les enjeux, les bénéfices et les conditions de mise en œuvre de ces mesures et d'amorcer leur déploiement dans les établissements. J'ai le plaisir de laisser la parole à Claire Compagnon, membre du Collège de la Haute Autorité de Santé et présidente du Collège Santé Mentale et Psychiatrie, qui précise les perspectives de travail et le calendrier de la HAS sur cette thématique. Merci et bonne webconférence. Alors, je voudrais d'abord dire bonjour à tous et remercier Valentin pour son propos introductif et vous expliquer en quoi la Haute Autorité a un engagement fort sur ces questions de santé mentale et de psychiatrie, puisque le Collège de la Haute Autorité a adopté en janvier dernier un programme santé mentale et psychiatrie qui concerne les années 2025 et 2030 et qui va renforcer nos engagements, nos productions, nos travaux sur ces questions de santé et de sécurité des soins pour les personnes confrontées à des troubles psychiatriques, qu'ils soient dans un établissement de santé ou dans d'autres modes de prise en charge et d'accompagnement. Alors ce programme, il a plusieurs priorités qui concernent à la fois les troubles, les pathologies, mais aussi des situations particulières. Et l'un de ces sujets prioritaires concerne les mesures d'anticipation en psychiatrie. Ces parcours d'anticipation en psychiatrie sont des dispositions qu'il nous semble importantes de mobiliser dans les établissements de santé et dans tout le parcours de vie des personnes, parce qu'elle représente un élément fort en termes d'autodétermination pour les patients. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire que ça permet aux patients de préparer, d'anticiper les situations d'aggravation de son état de santé, d'anticiper les situations de crise et de faire état des souhaits qu'il peut avoir sur ses soins, sur les mesures à prendre, sur ses relations avec ses proches, sur ses relations avec les professionnels de santé. L'autre levier, ça la littérature internationale qu'on connaît aujourd'hui sur ces dispositions nous le dit, c'est un levier d'amélioration de la qualité du parcours de soins des personnes. Donc tout ça sera prêt à l'été 2025 avec donc la constitution du groupe d'experts et le démarrage du groupe de travail. Et je le répète parce que je crois que c'est vraiment ça le cœur de notre recommandation, du travail qui va être mené, c'est d'apporter un référentiel commun à tous les professionnels qui sont concernés par ces mesures anticipées en psychiatrie, leur donner ce référentiel, faire levier pour que
ces mesures soient mises en œuvre de manière plus importante, car malheureusement la situation qu'on connaît encore aujourd'hui est un faible recours à ces dispositions, à ces mesures, et notre objectif avec d'autres partenaires comme la NAP et bien évidemment et les associations d'usagers est d'avoir un recours plus important à ces dispositions, un usage plus important de ces dispositions, et c'est tout le sens de notre travail qui va nécessiter la mobilisation des parties prenantes. Voilà, j'en ai fini. J'espère que vous avez bien compris le travail qu'on vise avec la Haute Autorité, avec ces dispositions visant à l'élaboration d'une recommandation, et je vous souhaite une bonne suite de webconférences. Merci à tous et à très vite. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Maude Morardet, experte psychiatrie santé mentale à la NAP, et je suis ravie d'animer cette webconférence à vos côtés. Les 2 moments d'introduction que vous avez entendus, et je remercie Valentin Simon et Claire Compagnon, montrent à quel point il est important que chaque professionnel du secteur sanitaire ou médico-social comprenne bien les enjeux et les perspectives des directives anticipées en psychiatrie. C'est tout l'objet de cette webconférence aujourd'hui. Elle sera suivie à la rentrée d'un webinaire sur les modalités et l'implémentation des directives anticipées, ainsi qu'un guide associé que vous retrouverez sur le site de la NAP. Sans plus attendre, j'accueille mes premiers invités. Pour démarrer, je suis ravie d'accueillir Aude Caria et le Dr Aurélie Tinland, ici présente. Bonjour Aude. Bonjour Aurélie. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui présente pour nous donner des éléments de contextualisation sur l'avancée des droits des patients et sur la recherche et les données probantes autour des mesures anticipées ou directives anticipées en psychiatrie. Je laisse la parole à Aude Caria pour débuter cette webconférence. Merci de cette invitation à parler des directives anticipées en psychiatrie. Alors la réflexion sur les directives anticipées en psychiatrie et leur déploiement récent en France sont en fait l'étape contemporaine d'un long combat pour instaurer ou restaurer la dignité, la citoyenneté et les droits fondamentaux des personnes soignées en psychiatrie. En effet, nous venons d'un temps, pas si lointain, où les personnes souffrant de pathologies psychiatriques, ou désignées comme telles par la société, étaient enfermées, reléguées, dans des institutions carcérales, les asiles, et soumises à des traitements souvent inhumains. Nous venons d'un temps où la psychiatrie était d'abord un outil de contrôle social, où la psychiatrie était confondue avec la justice et l'hôpital avec la prison. Alors les DAP, les directives anticipées en psychiatrie, s'inscrivent dans l'histoire de l'évolution des pratiques psychiatriques et de la promotion du respect des droits en psychiatrie. La dignité, le droit à la liberté, à la sécurité, aux soins, à l'information, au respect, au travail, au logement, bref, à la citoyenneté. En effet, ce qui a transformé et continue de transformer les pratiques psychiatriques, ce sont depuis toujours la mobilisation des malades, patients, usagers, les termes ont évolué au fil du temps, et de leurs proches, regroupés dans des associations pour défendre leurs droits, ou prenant la parole à titre individuel pour témoigner de leur vécu de soins coercitifs, par exemple. Depuis toujours aussi, la mobilisation de certains professionnels en faveur de soins plus humains, plus respectueux des droits fondamentaux. Plus récemment, des avancées législatives comme la loi du 4 mars 2002 et celle du 11 février 2005 ont contribué aussi à cette avancée des droits. Ça s'est traduit par la mise en place de la démocratie sanitaire, notamment dans les établissements de psychiatrie, avec les commissions des usagers, les commissions des soins psychiatriques, les représentants des usagers, et puis au niveau régional. Mais ce qui a fait avancer aussi les droits en psychiatrie, c'est l'émergence dans le champ des soins des notions de rétablissement, d'empowerment, ou pouvoir d'agir, de l'entraide et de la pérédance, donc des évolutions assez récentes en France. Et aussi, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui font que tout ça évolue au fil du temps, la mise en place des mesures de contrôle systématique, notamment la certification portée par la Haute Autorité de Santé,
la certification des établissements, donc, et puis les contrôles effectués par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui a mis en lumière des pratiques non respectueuses dans certains établissements, et donc ça fait évoluer les choses. Et puis il y a aussi tout le système de signalement, notamment porté par le défenseur des droits. Donc vous voyez, on fait cette évolution, voilà, on arrive à cette réflexion actuelle, contemporaine, sur les directives anticipées en psychiatrie, portée par ce mouvement-là. Il y a quelques années, on commençait à émerger de nouveaux outils permettant de recueillir le souhait des personnes ayant besoin de soins psychiatriques au cas où elles ne seraient plus en mesure d'y répondre par elles-mêmes. C'est ce qu'on appelle donc ces fameux outils de directives anticipées en psychiatrie, alors qui portent des noms variés, comme les directives anticipées incitatives, par exemple, les plans de crise conjoints, ou au Psycom, on a développé avec l'association Prisme un outil qui s'appelle Mon GPS, par exemple. Durant l'année 2022, un constat partagé s'est dessiné entre les différents porteurs de ces outils, de ces projets, pour créer une réflexion collective, donc avec des gens qui regroupaient toutes les mêmes personnes qui se sont mobilisées depuis des années, c'est-à-dire des professionnels, des personnes directement concernées, des proches, etc. Et donc ces personnes ont commencé à travailler collectivement et régulièrement ensemble, avec un constat, c'est qu'il était urgent de réaliser un état des lieux, en fait, des outils qui commençaient à fleurir un petit peu partout, et de leurs usages, mais aussi de promouvoir la mise en place et le déploiement de ces outils en France au regard des enjeux de prévention, de respect des droits des personnes concernées par des troubles psychiques, de leur prise en charge, particulièrement en temps de crise. Donc en 2022, c'est assez récent, est né officiellement ce collectif DAP, composé des membres qui ont tous contribué à la création ou à la diffusion par la formation, la recherche ou l'action associative d'un ou plusieurs outils de directives anticipées. Chacun de ces outils a ses spécificités et permet aux personnes concernées, aux équipes soignantes et aux équipes d'accompagnement de choisir l'outil qui correspond le mieux aux réalités de terrain, en fait. Mais tous les outils partagent les mêmes modalités d'action, c'est-à-dire permettre aux personnes concernées de partager et de formaliser par écrit leurs besoins. Leurs besoins qui sont fondés sur leur expérience, leur savoir expérientiel des troubles psychiatriques qu'ils connaissent. Et puis, tous les outils permettent aussi d'exprimer par avance une conduite à tenir en cas de situation de crise. Donc, en digne héritier de l'histoire de la défense des droits des personnes soignées en psychiatrie, le collectif DAP est porté par des valeurs éthiques de respect de la dignité humaine et des droits fondamentaux des personnes concernées par un trouble psychique. Et le collectif travaille beaucoup. Et donc, il a mené des travaux par des réunions régulières depuis 2022 qui a permis de mutualiser les connaissances, les expériences d'utilisation des DAP. Ce qui est intéressant, c'est que c'est fait dans un respect mutuel, il n'y a pas du tout de compétition en fait. Voilà, on contribue à une réflexion collective pour porter ces outils-là, cette réflexion, identifier des axes d'amélioration communs et favoriser le consolidement du déploiement. Ces travaux ont été présentés lors d'une première journée d'études organisée au ministère de la Santé en novembre 2022. Et ils ont donné lieu plus récemment, en début d'année, à l'édition d'un guide des directives anticipées en psychiatrie, publié aux éditions Douin. Donc, au regard de cette perspective historique, on peut dire que cette webconférence constitue une étape importante dans la consolidation du déploiement des directives en France, grâce au travail commun entre le collectif DAP, la NAP et la Haute Autorité de Santé. Vous l'aurez compris, les DAP sont donc un outil de soins et un outil de droit. Les DAP stimulent le dialogue entre les professionnels, les personnes concernées et les proches pour favoriser le rétablissement, consolider le pouvoir d'agir et contribuer au final à un meilleur respect de la dignité et des droits des personnes. Merci Aude pour cette synthèse qui s'inscrit dans une démarche continue des droits des patients en psychiatrie. Et je passe la parole maintenant au Dr Aurélie Talande qui va nous faire un panorama de la recherche à l'international et en France sur les mesures ou directives anticipées en psychiatrie. Merci Maude. Sur le plan de la recherche, ce qu'on peut dire d'abord, c'est qu'à l'international,
il y a beaucoup d'outils qui sont regroupés sous ce terme de directive anticipée psychiatrique. Il y a les plans de crise conjoints, par exemple, les directives d'Ulysse, les crisis cards, beaucoup de noms pour vraiment nommer la même chose. Un plan de rétablissement facilité par une personne et plus ou moins partagé avec des équipes qui permet d'anticiper les besoins des gens. Tout cela sous ce chapeau de plus en plus admis au niveau international de directives anticipées psychiatriques. Donc, dans la littérature, ce qu'on constate, c'est que tous ces outils sont analysés ensemble et la compilation des recherches sur le sujet montre que c'est les outils qui sont le plus efficaces pour réduire la contrainte. Et ça, c'est très important parce que les hospitalisations sans consentement, les hospitalisations sous contrainte, la contrainte en général, c'est vraiment un obstacle majeur aux droits des personnes, à leur dignité et aussi à leur rétablissement. Donc ces outils, comparés à tous les autres, ils se distinguent par leur efficacité, même s'ils ne sont pas forcément utilisés comme on pense tout de suite aux chambres d'apaisement ou aux équipes de crise. Mais les directives anticipées psychiatriques, à distance de l'hospitalisation, permettent d'obtenir cet effet important sur les hospitalisations sans consentement. Et ce qu'on peut voir, si on se penche un peu plus près, et donc c'est en 2019 une méta-analyse qui regroupe les meilleures études, donc là on parle des données probantes, on peut voir que vraiment ces données existent. Il y a eu une réduction à l'international de 25% de ces hospitalisations sous contrainte, ce qui est non négligeable pour des outils assez différents. Et très tôt, les recherches et les compilations d'articles montrent que ce qui est le plus efficace, c'est les interventions qui sont vraiment accompagnées, facilitées, partagées et intensives. En France, nous avons aussi mené un certain nombre de travaux de recherche, en particulier un essai randomisé qui a porté sur près de 400 personnes et qui a montré que les directives anticipées, avec l'aide d'un père aidant, permettaient de réduire de 30% les hospitalisations sans consentement, donc sur une population qui était représentative de la population tout venant en psychiatrie, hospitalisée sous contrainte, puisque les personnes qui ont participé étaient des personnes qui avaient les diagnostics les plus souvent représentés, et elles étaient issues aussi de files actives de psychiatres tout à fait représentatifs de ce qui se fait en psychiatrie générale. Donc ce qu'on a pu montrer dans cette recherche, c'est aussi une réduction des coûts. Les personnes qui ont été incluses ont pu faire un travail introspectif et donc se projeter, anticiper et prévenir les crises. Elles ont donc été hospitalisées pour des durées moins longues et avec leur consentement. Donc, ce qui a réduit les hospitalisations sans consentement et les durées d'hospitalisation. Et donc, on obtient ainsi une réduction des coûts, tout ça avec une amélioration de l'efficacité, puisqu'on a aussi obtenu des effets très importants sur la mesure du pouvoir d'agir et sur le rétablissement des personnes qui étaient incluses. Il faut noter que cet effet était encore augmenté pour les personnes qui avaient eu recours à des pairs aidants dans la facilitation des directives. Donc voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur l'état de la recherche sur les directives anticipées. Merci Aurélie pour ce panorama de la recherche qui donne bien les éléments probants de l'utilisation des mesures anticipées en psychiatrie sur à la fois la diminution des recours aux soins sans consentement et à la fois de diminuer la durée moyenne d'hospitalisation des patients en France. Les mesures ou directives anticipées soulèvent un certain nombre d'enjeux relationnels et notamment ce qu'elles impliquent comme transformation dans la relation patient-soignant. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir les points de vue d'une médiatrice santé-père, d'une représentante de l'association UNAFAM, d'une infirmière et formatrice et d'un psychiatre qui sont tous utilisateurs des mesures ou directives anticipées dans leur pratique quotidienne. Bonjour à tous, merci d'être présents. Démarrons avec la première question auprès d'Elsa Casto. En quoi les mesures ou directives anticipées en psychiatrie favorisent-elles le pouvoir d'agir des personnes concernées ? Merci Maude. Les termes des directives permettent de s'inscrire dans une volonté de renforcer le droit du patient. La possibilité de faire des choix pour elle-même est cruciale pour la personne concernée. Elle représente les fondements et jalons de sa reprise du pouvoir d'agir, essentiels pour reconsidérer le rôle qu'elle a personnellement à jouer pour sa santé. La rédaction des DAP engage une réflexion sur l'expérience personnelle du trouble et de la crise, développe une meilleure appréhension des ressources et limites,
et permet à la personne l'ouverture d'autres possibles. Dans cette dynamique où elle participe, choisit, élabore des possibilités, construit un plan d'action, la personne concernée peut établir ses souhaits dans le respect de ses volontés personnelles, faire valoir sa parole. Y est considérée sa dignity of risk qui lui restitue le droit de décider, de se saisir de son propre parcours, comme cela de se responsabiliser et de se sentir reconnu, capable de discernement. Se tisse ainsi une relation, une alliance avec le professionnel d'une autre nature. Cette valorisation de ses expériences passées et de ses connaissances comme un apprentissage reconnu comme expertise lui permet de ne plus être l'objet du soin, mais d'y être impliqué, alors véritable acteur dans son parcours et sujet de droit. Ancrée dans le droit du choix des usagers, cette approche s'inscrit donc dans une véritable reprise de pouvoir de la personne concernée sur elle-même. Elle améliore comme cela son autonomie dans une réelle perspective d'empowerment. Inscrits dans une approche de philosophie du rétablissement, les DAP permettent de reconsidérer la relation soignant-patient en restituant une place singulière à l'individu, ses besoins, son contexte de vie personnel, ses possibilités de participer à changer les choses. Le temps accordé au discours et à la narration accompagne la personne à mieux se connaître, légitime ses connaissances d'elle-même, ce qui lui convient, les traitements qui fonctionnent, les proches qui sont en mesure de l'accompagner au mieux, ce qu'elle aime, ce qui provoque des moments de déséquilibre, son panel de ressources, sa boîte à outils, bien-être. En cela, il permet de restituer l'individualité de la personne, de renforcer ses valeurs au-delà d'un diagnostic et de l'amener à un changement de posture vis-à-vis de sa santé. Le professionnel s'inscrit dans une dynamique à plus long terme, dans un objectif de maintien du bien-être et d'équilibre. Les directives ouvrent au dialogue. Ces échanges qui reconsidèrent la place donnée aux patients favorisent une entente mutuelle, un soin relationnel plus équilibré et plus apaisé, moins vertical, des interactions plus positives qui favorisent un meilleur accompagnement et comme cela, un meilleur établissement. Merci Elsa. Nous allons maintenant, je me tourne vers Marie-Jeanne Richard qui va nous présenter l'intérêt des directives anticipées en psychiatrie pour les proches et les familles. Merci Maude pour cette question et je vais tout de suite répondre. Oui, les DAP ont un intérêt pour les proches. L'entourage des personnes vivant avec des troubles psychiques est fortement impliqué dans l'accès aux soins. Quelques chiffres issus du baromètre UNAFAM 2023 donnent à voir cette réalité. 92% des familles répondantes ont un proche qui a été hospitalisé et 16% plus de 10 fois. Parmi ces proches, 63% ont signé des soins sans consentement, dont 35% plusieurs fois. Durant l'hospitalisation, 57% des familles nous disent que leurs proches ont subi des mesures d'isolement et 30% des mesures de contention. Alors ces chiffres expliquent à eux seuls pourquoi notre association se mobilise pour promouvoir les directives anticipées en psychiatrie. Vivre avec des troubles psychiques, c'est possiblement perdre ses repères. Or, plus la personne va mal, plus l'entourage se retrouve seul, enfermé dans un cercle dont l'issue est la signature des soins sans consentement. Alors construire des nouveaux chemins d'adhésion aux soins est un enjeu d'importance et nous pensons que les directives anticipées répondent à cet enjeu. Oui, les DAP sont d'abord un outil pour la personne concernée qui doit en comprendre l'intérêt pour elle-même en tant qu'outil de prévention pour mieux anticiper la crise. Mais les DAP, directives anticipées, renforcent les liens et la confiance entre la personne qui vit avec des troubles psychiques et son entourage. Partager ces directives, les faire connaître est un moment absolument privilégié, car la personne, elle établit à ce moment-là un lien de confiance avec une personne qu'elle a choisie. Elle ose parler, elle ose dire ce qu'elle souhaite, et c'est une autre manière de faire tomber les préjugés. Pour l'entourage, signer une hospitalisation sous contrainte est un acte douloureux, car c'est priver une personne que l'on aime de son libre arbitre.
Cela place l'entourage dans une position difficile. C'est une charge mentale et émotionnelle immense pour celui ou celle qui doit signer. Quand la personne a anticipé un autre chemin pour se soigner que les soins sans consentement, quand elle a échangé sur ce qui lui fait du bien, quand elle a dit ce qu'elle souhaite pour elle, pour ses enfants si elle est elle-même parent, la charge mentale des proches diminue. Et ce lien de confiance rassure l'entourage. C'est à la fois un rétablissement pour la personne, mais c'est aussi un rétablissement pour ceux qui l'entourent. Car si une crise survient, quelque part, l'entourage sait qu'il y a un GPS, qu'il y a un outil qui aidera à ouvrir la discussion et les négociations avec les professionnels, avec la personne. Les directives anticipées en psychiatrie sont aussi un outil de droit. Signifier aux équipes médicales et aux proches ce que je souhaite ou ne souhaite pas voir mis en œuvre en termes de soins, et je le dis parce que je m'appuie sur mon expérience de la maladie, eh bien c'est vivre un autre possible avec la psychiatrie, c'est repousser les pratiques coercitives, et alors vraiment le patient devient citoyen, c'est lui qui informe comment il souhaite être accompagné. Merci beaucoup Marie-Jeanne pour cette intervention. Aux côtés des personnes concernées et des familles, je vais me tourner maintenant vers les professionnels qui exercent en psychiatrie, vers Yvonne, qui va nous répondre à la question de que constatez-vous dans le changement de posture et d'appropriation des professionnels soignants? Merci. Ce qu'on constate dans le changement de posture des soignants, c'est un engagement vers un processus de décision partagée. On voit aussi une horizontalisation des relations entre soignants et patients, mais aussi entre professionnels, parce qu'on ne considère plus le savoir théorique médical comme savoir ultime ou comme seul savoir, et on observe beaucoup moins une gradation des savoirs. Toutes les paroles sont importantes. D'abord celle de la personne qui vit la crise, mais aussi toutes les autres. C'est pourquoi, par exemple, dans l'accompagnement à la rédaction du plan de crise conjoint, c'est le patient qui décide qui l'accompagne à cette rédaction, et ça peut être l'infirmier, le psychiatre, mais aussi l'aide-soignante, l'assistante sociale ou l'éducateur. Les DAP, elles peuvent surtout servir à recréer du lien, une rencontre dans un contexte où la psychiatrie fait peur, parce que cette psychiatrie, elle a le pouvoir de contraindre, et elle crée parfois des traumas. Alors que le lien, c'est quand même l'élément indispensable aux soins en psychiatrie. C'est important que les soignants aient l'opportunité de le réparer, ce lien, si la personne elle est d'accord, bien sûr. Ça permet aux soignants de le faire en se positionnant comme alliés et de venir en soutien sans parler à la place des personnes concernées. Venir en soutien pour défendre les droits des personnes face à l'institution, parfois aux médecins. Et c'est la mise en avant du savoir expérientiel qui permet aussi une ouverture à la pérédance et aux soins orientés rétablissement. Ces DAP, elles permettent de comprendre à quel point il est important de se servir des expériences du passé pour préparer l'avenir. On voit aussi un investissement institutionnel des soignants qui se saisissent du sujet et qui constituent des groupes de travail avec les usagers pour penser les changements de pratique. On voit à quel point ça vient interpeller aussi leur positionnement et cet appui sur l'expérience, puisqu'on voit aussi des professionnels rédiger eux-mêmes leur DAP après avoir accompagné des patients à le faire. Merci Yvonne. Je me tourne maintenant vers le docteur Olivier Cancel, psychiatre. En tant que psychiatre, on peut parfois entendre que les directives anticipées en psychiatrie sont vécues comme une contrainte. Ce que vous nous dites, c'est que non seulement ces outils font évoluer les pratiques de manière positive, mais rendent également du sens dans l'action des professionnels du soin.
Certainement, merci de me poser la question. C'est vrai que peut-être qu'un obstacle, c'est que mes collègues psychiatres sont souvent sous pression. Et il faut investir un peu de temps pour en gagner. Parce que réduire les hospitalisations sous contrainte, c'est aussi réduire du temps à passer à faire des certificats qu'on pourrait plus utilement consacrer à parler avec les patients. Et les premières expériences de patients venus en hospitalisation avec des directives anticipées rédigées ont montré que ça tétanisait un peu tout le monde au début parce que ne connaissant pas très bien le caractère opposable ou pas, ça pouvait générer une attente, enfin, ou essayer finalement de respecter ces directives pour s'apercevoir au bout d'un moment que, n'y arrivant pas forcément, on pouvait les transgresser. Et en tout cas, il faisait à ce moment-là un tel effort de s'excuser de les transgresser que ça passait en effet. Et c'était ça la vraie surprise, c'est de découvrir que c'est un guide surtout pour se parler. C'est-à-dire, et si on ne peut pas toujours respecter des directives, on peut en tout cas les justifier les dérogations que l'on prend vis-à-vis d'elles. Et parler aux gens, et c'est l'expérience qui est rapportée par les patients même, qu'on essaye de valoriser après, quand on a malheureusement été obligé de passer par un temps d'isolement ou même de contention, débriefer après, en parler ensuite et pouvoir mettre des mots dessus et en tirer une expérience pour la fois d'après, ce sont des choses absolument essentielles. Alors ça s'inscrit en plus dans une nécessité qui est celle de l'évolution des pratiques et des bonnes pratiques, c'est-à-dire qu'on nous demande de faire de l'éducation thérapeutique, de piloter des programmes d'éducation thérapeutique. On est dans l'éducation thérapeutique parce que c'est en étant averti, conscient de sa maladie et des limitations qu'elle nous impose que l'on peut justement prévoir et organiser son existence. Et finalement, un plan de crise conjoint ou un plan de sécurité quand on est face à quelqu'un de suicidaire ou enfin toutes ces directives anticipées que l'on prend quand on va bien pour des moments où on sera en crise sont de toute façon des aides et ne peuvent s'élaborer que quand on est justement en position de pouvoir bien y réfléchir. Alors un autre obstacle que rencontrent mes collègues sûrement, c'est que l'hospitalisation n'est pas toujours suffisamment connectée avec la consultation et donc c'est plutôt dans le temps un peu plus serein de la consultation, du suivi ambulatoire qu'il faut les élaborer, mais il faut aussi qu'il y ait une connexion suffisante entre ce qui a été élaboré en consultation et que ce soit puisse être respecté ou pris en compte, en tout cas, au cours de l'hospitalisation. C'est encore quelque chose qu'il faudra travailler. Et surtout prendre le temps, justement, d'aborder quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de réaborder une fois que la crise est passée, une fois que l'hospitalisation et tout son vécu traumatique auquel on ne prend pas suffisamment garde et pas suffisamment attention et sur lequel il faut vraiment aussi retravailler en ambulatoire, en consultation après la crise, c'est vraiment la prise en compte tranquillement à distance de la crise qui permet justement de mettre en forme ce savoir expérientiel dont on parlait pour pouvoir en faire un atout pour justement affronter la crise suivante. Merci à tous. Une dernière question auprès des personnes, des familles, des infirmiers et des psychiatres. Quels seraient les défis à relever? La diffusion inégale de l'outil au niveau national induit des difficultés dans sa mise en application au sein des pratiques courantes. Donc les enjeux sont entre autres de mobiliser les professionnels de la santé à l'application des bonnes pratiques inscrites dans des attitudes et postures valorisant le rétablissement des personnes, leurs forces, leur capacité de réflexion, leur droit à établir leur volonté à l'avance, faire des choix pour leur santé. C'est aussi l'enjeu de reconnaître la pertinence du savoir expérientiel et celui du travailleur pair dans le processus d'accompagnement à la rédaction, dans la connaissance de soi, la déstigmatisation, les ressources qui sont mobilisables. Et c'est aussi le fait de rendre accessibles les directives au niveau national avec une systématisation de leur consultation. Et enfin, j'avais noté la promotion et l'information aussi comme un automatisme de notre système de soins pour permettre une application effective sur l'ensemble du territoire, tant pour les professionnels que pour les personnes concernées. Je vais rester dans ma position de famille usagère et identifier les exigences que les directives anticipées
quelles sont les exigences qui sont importantes pour pouvoir mettre en œuvre en fait, ces directives anticipées. Alors le premier point que l'on identifie, c'est que ce nouveau dispositif demande à l'entourage d'être en capacité d'accompagner la prise de risque. Et cet accompagnement de la prise de risque, c'est vraiment très exigeant et ça ne peut pas se faire sans une alliance avec la personne et avec ses soignants. Alors, dans cette prise de risque, il y a aussi de vraiment comprendre ce que sont les directives anticipées en psychiatrie. C'est que ces directives permettent de respecter les décisions de la personne, mais qu'elles restent protectrices de la personne. C'est-à-dire qu'en dernier recours, chaque intervenant doit prendre sa responsabilité. Et donc, s'il y a des soins qui doivent être donnés à la personne, eh bien, ces soins, elles vont être donnés. Donc, ça diminue la prise de risque pour l'entourage. Il faut aussi, au niveau de l'entourage, arriver à expliquer ce qu'est la personne de confiance. Et que dans le cas des directives anticipées en psychiatrie, c'est la personne qui choisit sa personne de confiance. Il faut vraiment expliquer aux familles la différence entre la personne de confiance et puis la personne à prévenir. La personne à prévenir peut être quelqu'un de la famille. La personne de confiance peut être quelqu'un en dehors de la famille. L'important, c'est que c'est le citoyen patient qui choisit sa personne de confiance. Un des défis des directives anticipées, c'est qu'elles ouvrent des nouvelles voies de soins en psychiatrie et donc elles vont mériter réellement un nouveau cadre juridique pour leur application et également pour leur non-respect. Et que c'est que si on a travailler aussi ce cadre-là, que l'on sera en capacité de les mettre en œuvre pour tout le monde, en tout cas pour tous ceux qui souhaitent en avoir. Dans les défis à relever, alors moi je dirais d'abord des défis organisationnels, bien sûr. Le fait de pouvoir retrouver les DAP dans le dossier du patient, ça c'est des difficultés qui sont beaucoup rapportées par les soignants. Il y a également le fait de pouvoir s'assurer qu'elles puissent être lues à l'arrivée du patient, par exemple aux urgences, même si il arrive en dehors d'un établissement de psychiatrie. Il y a aussi, bien sûr, toutes les résistances des soignants. Moi, je me souviens les premières fois où on a présenté les DAP à des professionnels, il y en a certains qui ont dit si maintenant il faut demander l'avis aux patients, on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas toujours très naturelles chez tous, mais on voit que les choses aussi avancent. Les défis à relever aussi, je dirais que ce serait le fait d'arriver à faciliter l'horizontalisation des rapports, déjà entre professionnels et puis entre professionnels et patients, mais je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Et puis bien sûr, le défi du temps. On en demande beaucoup aux soignants actuellement et ils peuvent penser que c'est une surcharge de travail, que c'est faire une croix supplémentaire dans le dossier, que c'est quelque chose d'administratif. Et pour moi, c'est un des problèmes principaux. C'est pour ça que c'est vraiment important qu'ils comprennent que c'est un support de rencontre et de lien en faveur des droits des personnes et surtout que c'est très valorisant pour les soignants dans leur pratique. En formation, il y a certains soignants qui viennent avec des réticences et qui repartent en disant que ça redonne du sens à leur pratique et que c'est pour faire ce genre de choses qu'ils ont choisi la discipline psychiatrique. Alors, un petit peu en synthèse et toujours dans une approche pragmatique, c'est sûr que l'aspect réglementaire permettrait aussi d'améliorer l'accessibilité parce qu'il est légitime et logique qu'à terme, on puisse accéder aux directives anticipées, soit dans mon espace santé, soit dans le dossier informatisé du patient, qui est le même entre l'hôpital et le CMP si on est dans le service public. Donc ça, c'est pourquoi il y a une convergence de ces objectifs-là et de ces défis-là. L'autre défi que je vois
voit aussi, c'est celui de généraliser, c'est-à-dire de le proposer non pas à des patients qui ont déjà été hospitalisés, qui sont déjà plusieurs fois passés par la case de l'hospitalisation, mais d'en faire un outil présent dès le début de la prise en charge pour préparer l'éventualité d'une crise, quand bien même il n'y a jamais eu de crise, pour protéger aussi de l'aspect vraiment traumatique de la première hospitalisation en psychiatrie, si on peut l'éviter, parce qu'un homme averti en vaut deux, et avoir changé les tuiles du toit pendant qu'il ne pleut pas, c'est quand même beaucoup plus pratique que de le faire sous la pluie. Merci beaucoup Elsa, merci Marie-Jeanne, merci Yvonne, merci Olivier pour cette synthèse et j'espère que vous allez appréhender beaucoup mieux ce que sont les mesures anticipées ou directives anticipées en psychiatrie. Les mesures ou directives anticipées en psychiatrie représentent une avancée importante sur la prise en charge centrée des patients. Leur succès repose sur une alliance entre les usagers, les professionnels de santé et l'entourage. Chaque partie joue un rôle clé dans la promotion des droits, la prise de risque et le processus de rétablissement. Comme il vous l'a été précisé précédemment, tous ces travaux seront repris dans le cadre des travaux de la Haute Autorité de Santé. Merci à tous nos invités qui ont bien voulu témoigner autour de leur pratique quotidienne des directives anticipées en psychiatrie. Nous allons publier un guide associé ainsi qu'un webinaire à la rentrée sur les modalités de déploiement et d'implémentation des directives anticipées. Merci et nous espérons vous y voir très nombreux. L'ANAP, l'expertise en partage.